Sommes-nous encore en démocratie ou, pour être plus précis, nos modestes acquis en matière de liberté publique sont-ils en train de fondre comme beurre au soleil? Ces questions, nous nous les posons aux médias et au sein de l'intelligentsia française, certains les mettent sur la place publique avec brio. C'est le cas de Paul Cassia, professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne. Il avait été très actif et nous l'avions interviewé ici au moment des combats contre la loi sécurité globale. Et il continue d'alerter. Sur son blog hébergé par Mediapart, il alerte sur l'état d'urgence sanitaire permanent qui illustre pour lui la prorogation jusqu'au 31 juillet 2022 de ce qu'il appelle l'ensemble du millefeuille législatif né de la crise du Covid-19. Bonjour Paul. Bonjour Théo. Tu es hostile à la loi dite de vigilance sanitaire. Si tu devais nous donner 3 ou 4 raisons principales de ton opposition, qu'est-ce que tu dirais? C'est simple, je vais en donner une seule. Le régime, il a été institué le 23 mars 2020, au moment où apparaissait de manière assez fulgurante le Covid-19 sur notre territoire. Et il a été institué en catastrophe parce que nous n'étions pas du tout préparés à une telle pandémie. Et il a été institué pour une période tout à fait exceptionnelle et de manière transitoire. Le 23 mars 2020, c'était il y a déjà 1 an et demi. Et la loi que tu viens d'évoquer, la loi de vigilance sanitaire qui est en cours d'examen par le Parlement prévoit de le prolonger jusqu'en juillet 2022, c'est-à-dire plus de 2 ans après qu'il a été institué. Il faut conserver un sens au mot. Exceptionnel, ça ne veut pas dire permanent. Un régime qui porte autant atteinte à nos libertés fondamentales ne peut pas être inscrit sur une durée de 2 années. Parce que ça revient à le geler, à le faire entrer dans nos habitudes, à le faire entrer dans le droit commun, finalement, et ce serait tout à fait catastrophique. Par ailleurs, ce régime est porteur d'atteintes potentielles ou réelles à nos libertés fondamentales auxquelles nous nous habituons progressivement et insidieusement, comme par exemple présenter son pass sanitaire dans les cinémas, les théâtres, les restaurants, certains lieux publics. Voilà. Nous nous accoutumons progressivement et sans nous en rendre compte, en réalité, à ce qui devrait être non seulement exceptionnel, mais en réalité tout à fait banni de notre ordre juridique. Je pense par exemple au confinement. Le confinement, c'est une mesure complètement barbare. C'est inouï que nous ayons accepté, y compris pour des raisons de santé publique, de nous enfermer chez nous 23 heures sur 24. Il ne faut plus jamais recommencer ce procédé qui est moyenâgeux, en réalité, qui n'a été mis en œuvre chez nous que parce que les Chinois l'avaient fait, puis les Espagnols, puis les Italiens. Et nous avons copié ce modèle tout à fait détestable. Avec le recul, on ne saura jamais si les choses n'auraient pas été catastrophiques, calamiteuses, sans mon confinement. Oui. De toute façon, il y avait une pandémie, et en pandémie, il y a nécessairement des personnes qui vont être contaminées. Il y aura des infections graves, des décès. Bon, ça c'est quelque chose d'inévitable, mais ce qui n'a jamais été quantifié, ce sont les effets induits du confinement, c'est-à-dire tous les effets économiques, sociaux, psychiatriques, éducatifs du confinement. Il y avait un article dans le quotidien Le Monde qui a été publié au début du mois d'octobre qui indiquait que le confinement avait conduit au déclassement, entre guillemets, d'environ 4 millions de personnes. Alors le confinement, on l'a fait, on ne va pas revenir sur ce point, il a été très globalement accepté pour la raison que tu indiques, c'est que peut-être la situation aurait été pire sans confinement, mais peut-être pas, personne ne peut quantifier cette probabilité, mais quoi qu'il en soit, il ne faut plus recommencer cet épisode sous aucun prétexte, pour précisément conserver à la notion d'exceptionnalité sa portée véritable. Alors quelque part, ce serait intéressant de faire une sorte d'archéologie en fait des dispositions sur le pass sanitaire en fait. Au début, il s'agit de réunions dans des salles ou bien dans des alcôves de 1000 personnes et puis progressivement ça descend, progressivement les conditions se durcissent. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Oui, ça nous dit quelque chose de nous-mêmes et de la manière dont nous sommes gouvernés. Revenons en avril 2021. Nous allons sortir de l'état d'urgence, c'est-à-dire des périodes de confinement que nous avons connues avec couvre-feu un peu bizarre. Et le gouvernement dépose un projet de loi qui organise une sortie de l'état d'urgence sanitaire.
Et à ce moment-là, le président de la République, quand on évoque l'éventualité d'un pass sanitaire, nous dit non, le pass sanitaire, jamais. Olivier Véran, non, jamais, on ne va pas faire des catégories de Français. Le ministre de la Santé est tout à fait clair sur ce point. Puis, au cours des débats sur cette sortie de l'état d'urgence sanitaire, en mai, tout à coup, apparaît le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, il nous est présenté d'une manière, on va dire, la moins grave possible, en ce sens que le président de la République, le 29 avril 2021, dans des quotidiens régionaux, dit ceci: le pass sanitaire, moi président, si j'ose dire, jamais dans les cafés, les théâtres, les restaurants, dans les activités de la vie quotidienne, on ne l'emploiera jamais. Et effectivement, la loi du 31 mai 2021, comme tu viens de l'indiquer, réserve le pass sanitaire à certains événements qui sont appelés dans la loi des grands rassemblements concernant les loisirs et la culture. Et ces grands rassemblements sont considérés comme des rassemblements où plus de 1000 personnes s'y réunissent. Ça, on est le 31 mai 2021 et le 7 juin, c'est ainsi que le pass sanitaire est appliqué. Effectivement, ça ne concerne pas nos activités quotidiennes. C'est très limité. Et puis, on assiste bien à un emballement insidieux, c'est-à-dire c'est du grignotage. Les gouvernements vont de plus en plus loin avec l'approbation du Parlement. Le pass sanitaire est appliqué début juillet à des boîtes de nuit ou des salles où il y a des activités dansantes rassemblant plus de 50 personnes. Donc on passe de 1000 à 50. Et puis le 19 juillet, après l'allocution du président de la République du 12 juillet, eh bien, le gouvernement prend un texte en disant que le pass sanitaire va s'appliquer à l'entrée des cinémas, des restaurants et des cafés lorsque plus de 50 personnes sont rassemblées. Donc on passe de 1000 à 50, c'est-à-dire que le seuil est divisé par 20. Le seuil est divisé par 20 à loi constante. Étant entendu que chacun peut s'accorder à dire, même si on n'est pas juriste, que 50 personnes, ce n'est pas un grand rassemblement. Donc la loi est contournée. Et puis, on va encore un cran plus loin avec la loi qui a été adoptée le 5 août 2021, sous l'empire de laquelle on vit maintenant, c'est-à-dire que le pass sanitaire est généralisé. Il est applicable à l'entrée dans tous les cinémas, tous les restaurants, tous les cafés, certains transports publics, les hôpitaux. Désormais, avec la loi qui est en cours d'adoption par le Parlement, aujourd'hui en octobre 2021, il y aura un nouveau pas supplémentaire qui va être franchi, puisque ce sont les sanctions pénales en cas de fraude au pass sanitaire qui vont être renforcées. Donc voilà le mécanisme insidieux qui fait que nous acceptons, nous trouvons normal de présenter notre QR code à peu près 5, 10, 15 fois par jour, alors qu'au mois d'avril, il y avait une position qui était fermement établie dans l'opinion, qui est hors de question de faire état de son statut vaccinal. Ça, c'est la méthode tout à fait classique qui fait qu'on s'habitue en réalité très facilement à ce qui paraissait inacceptable il y a quelques mois ou quelques années. Alors, il y a la défenseur des droits qui a évoqué la question des tests valant pass sanitaire pour 2-3 jours qui seront désormais payants, des tests PCR et antigéniques. Et elle a parlé d'une sorte d'obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. C'est passé comme si elle n'avait rien dit. On a l'impression que la défenseur des droits est inaudible quand elle critique certains aspects donc, des dispositions en cours. Tout à fait. Le pass sanitaire, en réalité, moi, le reproche principal que je vais lui faire, c'est qu'en réalité, c'est une obligation vaccinale déguisée qui nous est imposée, comme tu l'as relevé. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer franc jeu, comme ils auraient dû le faire, les pouvoirs publics ont décidé de nous obliger à nous faire vacciner avec le système du pass sanitaire. C'est-à-dire on nous dit non, mais ce n'est pas une obligation vaccinale, c'est-à-dire que personne n'est obligé en réalité de se faire vacciner, mais si on ne se fait pas vacciner, c'est quand même extrêmement pénible et on est en réalité un petit peu exclu d'une partie importante de la vie sociale. Quelles auraient été les conséquences juridiques d'une loi d'obligation vaccinale? Est-ce que l'obligation vaccinale engagerait des responsabilités de l'État en cas de problème avec tel ou tel vaccin? Non, aucune conséquence juridique. Ça aurait été beaucoup plus simple de dire aux Français, ou à une partie des Français, ce qui aurait été mieux,
voilà, vous devez vous faire vacciner. Le problème, c'est la vérification. C'est-à-dire que l'obligation vaccinale, il est très difficile de la contrôler et de sanctionner un éventuel manquement. Alors, il y a certains juristes qui disent qu'avec les nouvelles dispositions qui vont s'appliquer, les directeurs d'établissement, par exemple de collège et de lycée, pourront savoir le statut vaccinal des enfants et donc pourront avoir accès à des informations qui relèvent de la vie privée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Oui. Alors, donc la loi sur la vigilance sanitaire, qui est en cours d'examen par le Parlement, ne prévoyait rien sur les compétences des directeurs des établissements. Rien du tout. Et là encore, comme pour le pass sanitaire, exactement comme pour le pass sanitaire, c'est alors que la loi a été discutée devant le Parlement que tout d'un coup, le gouvernement décide de proposer un amendement qui obligerait les chefs d'établissement secondaires à vérifier le statut vaccinal de leurs élèves et à déclarer une atteinte au Covid-19. Bon, là aussi, on franchit un cran dans, disons, le contrôle citoyen, le contrôle social. Parce que le contrôle des citoyens par les oui, citoyens. le contrôle des citoyens par les citoyens. Le pass sanitaire, c'est une personne privée qui contrôle notre statut vaccinal quand on rentre dans un restaurant, un vigile, un salarié, un intérimaire contrôle notre statut vaccinal. Eh bien là, ce sera le chef d'établissement qui devra vérifier le statut vaccinal des élèves. Il lui appartiendra de faire cette police sanitaire pour le compte de l'État. Alors, voilà, ça c'est un point sur lequel il faudrait quand même pouvoir réfléchir, débattre. Il est proposé comme ça, brut, par le gouvernement. Il est proposé à une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui est tout à fait acquise. Il aurait peut-être fallu consulter les représentants des chefs d'établissement, essayer d'évaluer l'impact de cette mesure. Ça n'a pas été fait. Il y a aussi l'impact psychologique parce que déjà, les bibliothèques n'acceptent plus certains enfants qui ne sont pas vaccinés. Oui. La sensation de discrimination est quand même plus élevée chez les enfants et le risque sanitaire est aussi plus bas. Oui. Et puis finalement, on a l'impression que pour garantir aux plus âgés une couverture vaccinale meilleure, on maltraite un peu les enfants quand même, surtout les adolescents, oui, dont les parents peuvent par exemple s'opposer à la vaccination et qui se retrouvent finalement stigmatisés par leur établissement scolaire et dans le cadre des sorties scolaires. Tout à fait. Alors il faudra voir ce que le Parlement va faire de cette proposition du gouvernement, parce que le texte a été adopté par l'Assemblée nationale. Il faut encore que le Sénat se penche dessus et peut-être que le Sénat conduira le gouvernement a modifié sa position. Donc attendons avant de voir ce qui va être décidé. Mais quoi qu'il en soit, sur la méthode, cette brutalité est un peu curieuse de la part du gouvernement. Et sur le fond, ça accentue encore l'autocontrôle citoyen pour des raisons qui ne sont pas tout à fait évidentes, puisque la pandémie est en très fort recul sur le plan des chiffres. Donc est-il nécessaire d'ajouter encore une couche de contrôle de la santé des concitoyens? Alors nous irons à l'élection présidentielle sous ce régime particulier de la vigilance sanitaire, si le processus législatif va au bout et qu'il n'y a pas de surprise. Est-ce que cela aura des incidences sur la campagne électorale? Est-ce que ça va priver les citoyens de quelque chose ou alors donner au gouvernement un pouvoir? Alors, ça devrait avoir deux incidences. Une incidence avant la campagne, parce qu'il se serait bien que les candidats et les candidates se positionnent sur l'état d'urgence sanitaire, la sortie de l'état d'urgence sanitaire, ce régime exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils et elles entendent faire de ce régime une fois qu'ils seront élus? Est-ce qu'ils veulent le pérenniser, le faire disparaître, le modifier? Donc ça, il faudrait quand même y avoir un débat sur ce point qui nous concerne toutes et tous dans notre quotidien. Je rappelle à cet égard que pendant sa campagne de 2017, Emmanuel Macron avait dit que l'état d'urgence sécuritaire, il n'en voudrait plus, que ce n'était pas très conforme à nos principes démocratiques, mais finalement, il l'a pérennisé juste après. Bon. Et puis, l'autre incidence, c'est sur le pouvoir qui sera élu en avril-mai. On ne sait pas qui sera élu, et ce pouvoir-là disposera d'une panoplie sanitaire avec des pouvoirs de police administrative coercitive tout à fait inouïs, qui pourront être employés. Quand on voit les candidats, on se dit que... bon. Bien évidemment, quand on voit les candidats, on se dit qu'on ferait peut-être bien de réfléchir
à 2 fois avant d'autoriser la prorogation de ce régime pour 8 mois et de le confier à des personnes dont on ne sait pas qui elles seront et dont on ne connaît pas les intentions à cette date. Et si elles iront vraiment jusqu'au bout de ce qu'elles disent, des horreurs qu'elles peuvent proférer. Oui, donc c'est pourquoi cette prorogation pour 8 mois qui est envisagée par le Parlement est malvenue. Alors, grâce, c'est vrai, à l'activisme de certains médias, notamment les chaînes d'information en continu, les thématiques identitaires, sécuritaires rythment un peu cette période de pré-campagne électorale, si on peut appeler ça comme ça. La question sociale, elle monte un peu avec la hausse des prix de l'énergie, mais la question des institutions semble en retrait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de nos institutions. La crise sanitaire nous a montré que les contre-pouvoirs sont aujourd'hui impuissants ou neutralisés. On pense au Conseil d'État, à la défense des droits, au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut en parler justement dans cette période où on se prépare à élire un nouveau président? Alors, effectivement, la réforme des institutions, ça doit être un débat pendant la campagne présidentielle. Alors, il y a un point qui est tout à fait acquis, c'est que pendant le quinquennat Macron, les institutions seront restées immobiles. Macron n'a rien changé aux institutions. Je rappelle qu'il y a maintenant 5 ans, en novembre 2016, il a publié un ouvrage qui s'appelle « Révolution ». Révolution. Mais ce n'était pas la révolution de 1789 qu'il nous a proposée, c'est bien la révolution au sens, on va dire, physique du terme, c'est-à-dire le retour au point d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a rien changé. Il n'a strictement rien changé au fonctionnement des institutions, sauf qu'en réalité, il en a grossi les défauts. Et le défaut principal qui est le présidentialisme, puisque tout est ramené à sa personne. Pour la raison simple, c'est que les députés, les 268 députés En Marche, lui doivent leur élection. Et ça, on voit bien la caricature en réalité de démocratie dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en ce sens que quand on lit la presse, on lit « Emmanuel Macron donne un chèque de 100 € à la fin de l'année ». Ou Emmanuel Macron décide ceci, Emmanuel Macron décide cela, Emmanuel Macron... Voilà. C'est le président de la République qui est présenté comme la source principale, ce qu'il est d'ailleurs, des droits et obligations qui nous sont imposés. Alors ce point-là doit absolument être modifié. C'est insupportable, pas Emmanuel Macron, mais quel que soit le titulaire du pouvoir, il est insupportable que tout procède de lui ou d'elle. C'est tout à fait contraire à des institutions qui seraient modernisées, qui fonctionneraient sur la base d'un consensus, d'un dialogue, d'un peu de recul. La caricature a été amplifiée avec la crise sanitaire où tout a été décidé en Conseil de défense. Personne ne sait comment ça fonctionne. Quand il se réunit, ce qui est décidé, voilà. Ce n'est pas une institution qui est prévue dans notre arsenal, dans notre corpus législatif constitutionnel, quoi. Oui, le Conseil de défense, ça n'existe pas. C'est informel, en tout cas, ça n'existe pas pour réguler une pandémie sur le plan, disons, formel. Voilà. Donc, les institutions, ça doit faire partie du débat. Il faut tenir compte de tout ce qu'on sait maintenant qui ne fonctionne pas. Le présidentialisme, c'est une catastrophe. La représentation doit être améliorée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour ne plus qu'on ait comme ça un fait majoritaire, là aussi, qui est dommageable pour nos institutions. Donc je pense par exemple à la proportionnelle, à un système où... Proportionnelle, je rappelle là aussi, pour montrer à quel point le quinquennat en cours a complètement échoué, qu'en février 2017, François Bayrou s'est rapproché d'Emmanuel Macron sous la condition que la proportionnelle soit décidée pour les législatives. Et ça, cette modification, elle ne suppose pas que la Constitution soit changée. Il suffit d'une simple loi. C'est-à-dire que la majorité En Marche MoDem à l'Assemblée nationale pourrait le faire dès demain. Ils ne l'ont pas fait. C'est un grave manquement à la parole donnée, au respect des électeurs. Et là aussi, on ne peut plus se satisfaire du fait majoritaire tel que nous l'avons connu. La justice, la place de la justice doit aussi être repensée. Emmanuel Macron a considéré que la justice est une autorité et pas un pouvoir. Il y a un candidat éventuel à la présidence qui a indiqué il y a quelques jours qu'il fallait supprimer tous les contre-pouvoirs que sont notamment la justice et vous, les médias.
Voilà. Donc on en est là, en réalité, à ce niveau de dégradation considérable du débat public et de la qualité de nos institutions actuelles et telles qu'elles doivent être pensées. Et ce point-là doit être débattu dans le cadre de la présidentielle. Oui, c'est important. En parlant justement du Conseil d'État, tu pointes l'hypocrisie de la classe politique et médiatique française qui s'indigne de ce que le tribunal constitutionnel polonais affirme la supériorité de son droit national par rapport au droit européen. Or, nous expliques-tu, le Conseil d'État français a, il y a plusieurs mois, dit quasiment la même chose sans qu'il y ait des cris d'orfraie. Oui. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement une question qui est complexe quand on n'est pas juriste, mais qui est à moi, juriste, mais très familière. Donc, si je suis un peu confus, surtout, n'hésite pas à m'interrompre. Nous sommes, nous, Français, partis à un ordre juridique qui s'appelle l'Union européenne, qui existe depuis 1957, et nous avons mis en commun nos intérêts avec 26 autres États membres. Avant, il y avait le Royaume-Uni qui est parti. Bon, ça s'appelle des transferts de compétences, des transferts de souveraineté. Nous avons accepté que certains des éléments de notre vie quotidienne ne seraient plus décidés par les seuls pouvoirs publics français, mais en commun avec 26 autres États. Il n'en reste pas moins que nous gardons notre constitution, la constitution du 4 octobre 1958. De même que la Pologne a une constitution, l'Allemagne et les 26 autres États membres. Alors, la question se pose de savoir quelle est la norme, la règle de droit la plus importante. Est-ce que c'est notre constitution française ou est-ce que c'est le traité européen? Et là, il y a des conflits. Il y a des conflits qui, depuis 1957 jusqu'à cette année, ont été résolus de manière assez pacifique entre les juges européens et les juges nationaux. Alors, le 7 octobre 2021, la Cour constitutionnelle, le tribunal constitutionnel polonais a fait quelque chose de tout à fait inédit dans l'ordre juridique européen, c'est-à-dire qu'il a décidé, à la demande du gouvernement polonais, qu'une partie des valeurs européennes, concernant notamment l'indépendance de la justice, ne pouvait pas s'appliquer dans l'ordre juridique polonais. C'est-à-dire qu'il a écarté un pan des valeurs européennes au nom de la constitution polonaise. Il a fait prévaloir la constitution polonaise pour décider que le principe européen d'indépendance de la justice ne s'appliquerait pas. Alors c'est grave parce que ça vient détruire le socle des valeurs communes aux 26 États membres et ça vient déstabiliser l'Union européenne. C'est grave, mais cette position, elle n'est pas tout à fait inédite. Elle n'est pas inédite parce que chaque État membre revendique sa propre supériorité par rapport à l'Europe. C'est normal, ça ne peut pas être autrement. Et aussi, ce n'est pas inédit parce que le Conseil d'État avait fait à peu près la même chose que le tribunal constitutionnel polonais. Le Conseil d'État français, à peu près la même chose, à la demande d'ailleurs du gouvernement français, dans une décision qui est passée inaperçue, hélas, sauf des juristes, une décision rendue par le Conseil d'État le 21 avril 2021, à propos de quelque chose qui nous concerne toutes et tous, la surveillance de nos métadonnées, que l'Europe avait décidé de limiter, mais que le Conseil d'État, au nom de la Constitution française, a décidé de ne pas limiter. Et le Conseil d'État a décidé, au nom de la Constitution française et de la protection de l'ordre public, d'autoriser le gouvernement à capturer nos métadonnées, tout, notre géolocalisation, nos adresses IP, nos communications, les sites que nous consultons, et à les faire conserver par les opérateurs pendant une durée d'1 an, de même qu'à autoriser les services de police à intercepter nos données de communication de manière assez large. Alors que l'Europe avait au contraire réduit, au nom de notre droit à la vie privée, réduit les facultés des pouvoirs publics de s'immiscer dans nos communications électroniques. Donc ce qu'a fait le tribunal constitutionnel polonais, à toute chose égale par ailleurs, était précédé d'une résistance du Conseil d'État français à l'égard de l'Europe. En plus, sur des questions qui sont liées aux valeurs, parce que oui. quelque part, l'indépendance de la justice garantit la liberté du citoyen et la qualité du jugement qui peut lui être opposé, et la conservation longue des données arrache aussi aux citoyens une forme de liberté. Donc c'est en réalité
dans les deux cas pour augmenter la puissance de l'État et affaiblir la capacité de résistance du citoyen que ces deux institutions agissent. Tout à fait. Parce que jusqu'à présent, il pouvait y avoir des oppositions entre les États et l'Europe, mais sur des points précis. Par exemple, la directive travailleurs détachés. Par exemple, voilà, le fait, ça a été jugé par le Conseil constitutionnel il y a quelques jours, bien, le fait pour l'Europe d'obliger des personnes privées à exercer des activités de police administrative. Ça, ce n'est pas possible en France. Bon, c'était des points précis. Par exemple, la politique de la Banque centrale européenne pour l'Allemagne. Donc, des points précis. Or, ici, avec la décision du tribunal constitutionnel polonais et la décision du Conseil d'État, ce sont en réalité, oui, effectivement, des valeurs européennes qui sont écartées au nom de la constitution de l'État membre. On sort un peu du droit, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de colonialité là-dedans? Parce que finalement, tout le monde tape sur la Pologne, parce que c'est un pays pauvre qui reçoit de l'argent. Et la France, bon, on s'en rend à peine compte et personne ne lui tape dessus pour des pratiques qui se ressemblent. Alors, il y a, oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi la décision du Conseil d'État est passée relativement inaperçue, alors même qu'elle a été prise sur demande du gouvernement, qui a beau jeu aujourd'hui de critiquer le gouvernement polonais. Et puis, il y a un autre point aussi qui est passé inaperçu. Je voudrais simplement rafraîchir la mémoire des téléspectateurs et des téléspectatrices. On est en septembre, ou en août ou en septembre 2021, et un texte est publié par le gouvernement qui prévoit le contrôle technique obligatoire pour les deux roues. Et là, tout d'un coup, il y a 3-4 associations de deux roues qui hurlent au scandale, ça va coûter trop cher, c'est pas possible, il faut absolument que les motos fassent du bruit, beaucoup de bruit, autant de bruit que le propriétaire les souhaite. Et que fait le président de la République? Que fait Emmanuel Macron, l'Européen? Il dit, ah oui, c'est vrai, ça ne va pas, je suspends l'application du contrôle technique des deux roues. Or, ce contrôle technique des deux roues est une obligation européenne prévue par une directive de 2014. Donc, ce qu'a fait le président de la République, c'est qu'il a décidé tout seul, parce que 3-4 associations de défense des motocyclistes lui ont demandé de ne pas appliquer le droit européen. Oh, il y a les élections, mon bon monsieur, voyez-vous. Oui, mais on est malvenu ensuite pour donner des leçons à la Pologne, des leçons de respect du droit. Quand on n'est pas soi-même exemplaire, il devient difficile ensuite d'aller voir les Polonais en disant « mais vous ne respectez pas l'indépendance de la justice ». Bon, la seule explication que je peux dire, que je peux trouver, c'est bon, nous on a de la thune, et les Polonais, ils nous demandent de la thune, et c'est pour ça que je parle de colonialité, mais bon, ce n'est pas du droit. C'est une offensive gouvernementale qui a finalement fait peu parler d'elle, mais après avoir vu des dispositions de la loi sécurité globale, notamment sur la surveillance par drone, retoquée par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la CNIL, le gouvernement est revenu à l'assaut avec ce que la Quadrature du Net appelle la loi Drone 2. En fait, il s'agit de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, une loi qui est passée quasiment sous les radars. Tout à fait. Alors, ce gouvernement, cette majorité, a un tropisme sécuritaire tout à fait excessif. Il y a eu, au cours de l'année 2021, un nombre considérable de dispositions législatives qui ont été adoptées en matière sécuritaire. Il y a l'état d'urgence sanitaire, la sortie de l'état d'urgence sanitaire. On a eu la loi dite de lutte contre le séparatisme, qui comporte des dispositions restrictives très très importantes. Il y a eu la loi sécurité globale du 20 mai 2021 qui a été très critiquée, qui là aussi comporte des dispositions sécuritaires considérables. Et puis, effectivement, cette loi a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel sur des points majeurs qui concernaient notamment la possibilité de filmer des forces publiques sur la voie publique, la possibilité de recourir aux drones. Et le gouvernement a décidé de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel et de poursuivre son tropisme sécuritaire en déposant en juillet 2021 un projet de loi. Et ce projet de loi avait deux objectifs. Un objectif pénal, puisque en avril 2021, la Cour de cassation s'était prononcée dans l'affaire Sarah Halimi, cette dame de confession juive qui avait été sauvagement tuée par une personne irresponsable pénalement parce qu'elle avait fumé du cannabis. Eh bien, le gouvernement a décidé de modifier la loi sur ce point, de prendre une loi d'émotion, en réalité, à la suite de
du tollé qui a suivi l'arrêt de la Cour de cassation. Et à ces dispositions pénales, le gouvernement a ajouté les dispositions sécuritaires de la loi sécurité globale qui avaient été retoquées, comme on dit, censurées par le Conseil constitutionnel. A priori, ça n'allait pas de soi, c'est une manœuvre, en gros. Alors, ce n'est pas une manœuvre, mais ça montre l'obsession sécuritaire du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement aurait très bien pu dire, bon, la loi a été censurée, on passe à autre chose, il faut peut-être s'intéresser à la cause environnementale, à la cause sociale, refonder la démocratie. Non, il a fallu aller jusqu'au bout du processus sécuritaire. Là, sur ce point, ne pas laisser une miette des projets dans les placards traîner. Et la loi prévoit effectivement revient sur les dispositions que le Conseil constitutionnel avait censurées, parmi lesquelles les dispositions qui sont relatives à la vidéosurveillance. Vidéosurveillance dans les prisons, surveillance, la possibilité d'utiliser des caméras embarquées au sein des véhicules de police et surtout la possibilité de filmer par drone une partie au moins de la voie publique. Donc tous ces aspects-là qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel au nom du respect du droit à la vie privée sont remis sur le métier législatif. Et effectivement, cette loi est passée complètement sous les radars. Il y a eu beaucoup de mobilisations contre la loi sécurité globale, beaucoup de mobilisations contre la loi séparatisme, et rien du tout sur cette loi. Pourquoi ? Alors je ne sais pas, je suis mal placé pour le dire, parce que moi-même, cette loi, je ne m'y suis pas intéressé. Je m'y suis intéressé quand je me suis dit que voilà, pour le soin de cette émission, il fallait quand même que je sache ce qui était en train d'être débattu au Parlement. Pourquoi ? Parce que, en réalité, nous avons été assommés de textes sécuritaires, assommés. Et qu'il était impossible, la loi séparatisme est énorme, la loi sécurité globale est énorme. Il y a l'état d'urgence sanitaire qui est reconduit. Donc il faudrait une équipe en réalité pour pouvoir suivre et déminer et critiquer tout ce qui est fait sur le terrain sécuritaire. On croule en réalité sous toutes ces lois. On a l'impression que le gouvernement mise sur la fatigue des activistes. Des lois en plus qui sont des lois fourre-tout, parce qu'en fait, derrière le mot séparatisme, il y a plein de considérations. Derrière le mot sécurité globale, il y a eu la loi renseignement aussi. Oui, absolument. La loi vigilance sanitaire, la loi responsabilité pénale ou loi drone 2. Oui. On ne peut pas tout suivre. Et finalement, on a l'impression que c'est voulu. Est-ce que tu aurais des conseils de résistance en ces temps troublés ? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour rester en alerte, pour au moins alerter nos élus, pour au moins documenter ce qui se passe, parce qu'on n'y arrive même plus. Oui, c'est vrai que j'avais oublié la loi sur le renseignement qui a été adoptée effectivement, qui vient s'empiler à la loi séparatisme, la sécurité globale, l'état d'urgence sanitaire. C'est tout à fait colossal. Plus la loi sur la confiance entre guillemets, pour la justice qui modifie le secret professionnel dans un sens restrictif. Il faudrait vraiment une anthologie pour suivre tous ces éléments. Alors que faire ? Je suis mal placé pour donner des conseils. Déjà, je pense important de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, de réfléchir, de ne pas accepter ce qui paraissait inacceptable. Par exemple, le scan du QR code. Le scan du QR code, moi, c'est quelque chose qui me heurte. Qu'on présente un pass sanitaire, éventuellement, je suis contre, mais pourquoi pas ? Mais que le QR code soit scanné en permanence. Je n'en comprends pas la motivation. Ils disent que ça ne garde pas la mémoire de toute façon. De toute façon, cette information, elle est bien répertoriée quelque part. Alors, si ça ne garde pas la mémoire, pourquoi scanner le QR code ? Alors, que faire ? Moi, je crois qu'il faut rester vigilant comme citoyen ou citoyenne, se documenter, c'est-à-dire lire ou regarder les médias indépendants comme le vôtre. Ça, c'est précieux. Les soutenir, le cas échéant, financièrement ou en participant à leurs activités. S'engager au plan associatif, s'engager au plan politique et surtout aller voter. Si on veut que ça change, c'est par là que ça doit commencer, parce que de toute façon, j'entends des voix qui sont contre le présidentialisme, j'entends ça, mais de toute façon, il y aura un président ou une présidente de la République en mai 2017, soit nouveau, soit le même. Et donc déjà, le premier geste, c'est de voter, de s'exprimer soit pour, soit contre, mais ce serait déjà important de ne pas laisser les autres décider pour nous. Merci Paul Cassia. Merci beaucoup Théo.